L'économie de Max sur i24 News. Bienvenue à tous. Au sommaire aujourd'hui, elle n'aura échappé à personne. La montée en puissance du Maroc dans l'industrie automobile. En 4 ans, la production a bondi de près de 300%. Renault et bientôt PSA. Les grands constructeurs français participent au mouvement. Le Royaume peut-il entraîner l'Afrique dans sa révolution industrielle? Thierry Barbeau nous en dira plus. Et puis coût de la vie en hausse, mais salaires identiques. Nous parlerons de l'Égypte où de nombreux habitants ont entamé le mois du Ramadan dans l'incertitude. Envolée des prix alimentaires, des tarifs de l'énergie. Comment enrayer l'inflation? C'est l'un des nombreux défis du président Sisi. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Le point avant d'y revenir sur l'actu éco-international dominé toujours par le dossier grec. Les ministres des Finances de l'Eurogroupe se retrouvaient en fin d'après-midi à Bruxelles pour la 3e fois en une semaine. Rien n'est joué et au programme, une évaluation des réformes proposées par Athènes afin d'arracher une aide financière de 7 milliards d'euros. Le plan soumis par le gouvernement de Tsipras porte sur des économies budgétaires à hauteur de 8 milliards. Alexis Tsipras qui rencontre les dirigeants de l'UE, de la BCE et du FMI, ces 3 créanciers. Il accusait d'ailleurs ce midi le FMI de bloquer ses propositions. Et dans les rues d'Athènes, vous le voyez, beaucoup redoutent que ce soit une fois de plus les plus défavorisés qui portent au final le fardeau d'un accord. Même s'il n'y a pas de coupure dans les pensions, tout devient plus cher. La hausse par exemple de la TVA sur l'électricité, comment vont faire les retraités? 60% des retraités gagnent environ 500 € par mois. 60%. Tsipras doit faire de son mieux pour la jeune génération et pour tout le monde, pour que nous ayons quelque chose à manger. Nous avons versé notre sang et il continue à nous en demander plus, alors que nous gagnons seulement 500 €. Comment allons-nous faire? Après les factures d'électricité, d'eau et de téléphone, il ne nous reste rien. Alors on l'a dit, rien n'est acquis quant à un compromis entre la Grèce et ses bailleurs de fonds, mais quoi qu'il en soit, les marchés financiers en Asie et en Amérique ont fait preuve d'optimisme hier et aujourd'hui. À Tokyo, le Nikkei a ainsi atteint son plus haut niveau en 18 ans, au-dessus même du pic de l'an 2000, au plus fort de la bulle Internet. À New York, légère hausse pour le S&P 500, mais record pour le Nasdaq. Là encore, l'optimisme au sujet de la Grèce aura pesé. En Europe, tendance plus timide, la prudence reste de mise. L'élément principal reste la Grèce, avec la possibilité d'un accord qui a été pris en compte par les marchés hier. L'ambiance est jusqu'ici positive car il y a un espoir d'accord entre la zone euro et la Grèce pour un nouveau financement de la dette. Reste à voir s'il s'agira d'une solution positive à long terme. Et en parlant des bourses, en France, c'est l'ensemble des valeurs télécom qui s'effondraient au lendemain de l'annonce par Bouygues du rejet de l'offre de rachat de sa filiale Bouygues Télécom par le groupe Numéricable SFR. Une offre à 10 milliards d'euros nettement supérieure aux estimations de valorisation. Du coup, les perspectives de consolidation du secteur s'éloignent donc au moins provisoirement. En France toujours, seraient-ce les premiers fruits des mesures du gouvernement? L'INSEE confirme ce mercredi que le PIB français a bien progressé de 0,6% au premier trimestre, mieux que les prévisions. Une croissance solide qui profite aussi aux investissements des entreprises. Bon point pour la consommation des ménages, du moins bon en revanche du côté du commerce extérieur. De quoi conforter en tout cas les espoirs de Bercy quant à une croissance d'au moins 1% cette année. Des images aussi du coup d'envoi des soldes d'été dans l'Hexagone. C'était ce matin à 8 h et c'est donc parti pour 6 semaines contre 5 auparavant. Certains critiquent son calendrier trop tôt, sa durée trop longue et ses effets nuisibles au commerce. Malgré l'essor de la vente en ligne, la saison devrait amplifier le rebond de la consommation. Allez, cap sur l'Amérique et des discussions plutôt tendues entre Washington et Pékin. La 7e édition du dialogue stratégique et économique entre les deux premières puissances mondiales a lieu ces jours-ci dans la capitale américaine. Hier, il était question de la cybersécurité et des réformes financières. Et sur ce point, eh bien, le patron du Trésor américain n'a pas mâché ses mots. Il a de nouveau critiqué l'emprise des autorités chinoises sur le taux de change de sa monnaie, le yuan. Il est essentiel que la Chine continue à évoluer vers un taux de change déterminé par le marché, avec une politique de taux plus transparente. Mais d'autres réformes internes du secteur financier, ainsi qu'une libéralisation des taux d'intérêt sont nécessaires. Il faut aussi prendre des mesures pour libéraliser le compte de capital et promouvoir une plus grande intégration avec les marchés financiers internationaux. On va noter que le PIB américain s'est contracté au premier trimestre, moins 0,2% en rythme annuel. Comme souvent, l'hiver et la météo ont pesé sur l'activité. Et puis bientôt 2 mois depuis le premier des 2 séismes qui ont dévasté le Népal, 8800 victimes. Le programme alimentaire des Nations Unies tente d'aider l'une des économies les plus faibles au monde à remonter la pente. Aide alimentaire, financière aussi, sans oublier la réparation des sentiers touristiques essentiels.
Il s'agit de mettre de l'argent dans la poche des gens qui ont été touchés par le séisme, mais aussi ouvrir ces parcours touristiques si importants pour revitaliser l'économie. Nous transférons de l'argent, $80 par famille. En retour, ces familles font 2 petits travaux, dont le nettoyage des débris. Ils reconstruisent leur maison. L'automobile est donc devenu l'an dernier le premier secteur exportateur du Maroc. 230 000 véhicules produits l'an dernier contre 150 000 en 2013. La progression est spectaculaire. Renault-Nissan y est pour beaucoup depuis son implantation il y a 3 ans. Et le week-end dernier, c'est PSA, Peugeot-Citroën, qui a annoncé l'ouverture prochaine d'une usine près de Rabat. 550 millions d'euros d'investissement. Il faut dire que le pays, positionné aux portes de l'Europe, dispose d'atouts évidents. Et on voit cela avec Johanna Citruc. La cérémonie a eu lieu le 19 juin à Rabat, en présence notamment du roi Mohamed VI. La signature d'un accord entre le Maroc et PSA. Le constructeur automobile français va installer une usine dans la région de Kénitra, à environ 200 km au sud de Tanger. Les premiers travaux débuteront en 2016 pour un démarrage de la production 3 ans plus tard. Nous avons signé un projet structurant entre le Royaume du Maroc et PSA Peugeot-Citroën pour la réalisation de plusieurs choses. D'abord, une usine destinée à fabriquer des véhicules, une deuxième qui est à fabriquer des moteurs, un troisième axe qui est important qui est le sourcing, donc l'approvisionnement, et un quatrième qui est l'ingénierie. Au début, c'est 90 000 véhicules qui devraient être assemblés chaque année. Mais à terme, la capacité de production atteindra les 200 000 unités. En tout, ça représente un investissement estimé à 557 millions d'euros. 95% de la somme a été financée par PSA et les 5% restants par le Maroc. Le projet devrait générer plus de 4 500 emplois directs et des milliers d'autres indirects. Nous avons choisi le Maroc parce que nos équipes nous ont d'abord proposé un projet gagnant-gagnant. Un projet qui est gagnant pour le Maroc, un projet qui est gagnant pour PSA, Peugeot, Citroën. C'est un pays dans lequel nous avons des infrastructures de qualité, nous avons accès à des collaborateurs qui ont un niveau d'éducation et de qualification de grande qualité et nous avions devant nous une équipe du ministère de l'Industrie qui a été extrêmement dynamique. L'avantage aussi pour PSA, c'est la localisation de son usine dans une zone franche. Ça signifie entre autres que pendant 5 ans, l'entreprise sera exonérée de l'impôt sur les sociétés. Elle devrait également recevoir des subventions pour s'installer et former ses employés et pourrait être éligible au fonds Hassan II qui octroie des aides pour la construction ou l'acquisition des bâtiments professionnels. Depuis plus d'une décennie, le Maroc a travaillé à retransformer son infrastructure, à mettre en place un accompagnement structurant dans le domaine de l'industrie. De quoi permettre à PSA d'augmenter sa part de marché au Maroc, aujourd'hui à 13%, mais aussi de créer une porte d'entrée pour accéder au continent africain. Cette proposition a parfaitement atteint un objectif qui est de soutenir le plan que nous avons construit pour PSA, qui est un plan de reconquête du marché africain. Et PSA ne cache pas son objectif, écouler 1 million de véhicules sur la région Afrique-Moyen-Orient d'ici 2025. Un chiffre considéré comme accessible grâce à la croissance et au développement industriel du continent africain. Voilà, alors justement, on peut se demander si l'on n'est pas en train d'assister à un vrai virage industriel en Afrique. On va retrouver Thierry Barbeau, notre expert de l'Afrique. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous dirigez notamment le site info-afrique.com. Comment d'abord on peut expliquer cette montée en puissance du secteur automobile au Maroc ? Alors, en fait, on peut l'expliquer par déjà l'historique. Il faut savoir qu'au Maroc, jusqu'aux années 70, il n'y avait aucune industrie automobile. Donc, en fait, la plupart des véhicules étaient acheminés d'Europe ou de pays étrangers. Il y a eu un essor qui a été créé avec l'usine Fiat. Et aujourd'hui, on voit les grands groupes français, je dirais un petit peu comme en Algérie, qui s'implantent de manière vraiment optimale. Et comme vous l'expliquiez pertinemment dans votre reportage, l'objectif, c'est de conquérir le pays, mais aussi l'économie africaine. Ouais, avec un bon positionnement géographique aussi, des avantages fiscaux. Plus globalement, qu'est-ce qui manque finalement à l'Afrique en général aujourd'hui pour devenir un jour ce que la Chine est devenue ces dernières années, un bassin d'investissement pour l'ensemble de l'activité de la production manufacturière ?
Alors aujourd'hui, je dirais qu'il ne manque plus grand-chose. Un petit peu d'infrastructure, un petit peu de meilleure gouvernance, peut-être une harmonie monétaire, et puis, comme on l'évoquait sur votre antenne il y a peu de temps, justement des pays qui s'unissent, des pays puissants comme les 26 pays d'Afrique de l'Est avec le traité de Sharm el-Sheikh, qui va permettre des échanges frontaliers, des échanges douaniers et de commerce qui vont faire effectivement que les infrastructures pourront se développer de manière plus équitable en associant plusieurs pays. Aujourd'hui, je crois que l'Afrique est clairement, et c'est reconnu, est en train de devenir une espèce de locomotive mondiale de l'économie avec la construction de centrales nucléaires au Nigeria, de voies ferrées ultra rapides en Afrique de l'Est, de barrages hydrauliques sur le Nil. On est vraiment dans une Afrique qui est locomotive. Ouais, donc avec le libre-échange, vous l'avez dit, et l'intégration économique, l'arrivée aussi des grandes marques, des grands constructeurs et aussi de la grande distribution, tout cela, ça contribue clairement à ce mouvement d'attraction des investissements en Afrique? Bien sûr, les grands cabinets d'audit international et de conseil ne s'y trompent pas. Aujourd'hui, les pays dans le top 10 qui sont recommandés sont des pays africains. C'est quand même une grande première. Ça fait à peu près 3-4 ans qu'on retrouve 8 pays africains dans le top 10 mondial. Aujourd'hui, clairement, l'Afrique se positionne en concurrent de l'Asie. Et puis, c'est quand même le continent le plus grand du monde. C'est une union de 54 pays. C'est absolument colossal. Merci beaucoup Thierry Barbeau pour ces éclairages. Allez, on reste en Afrique du Nord. Penchons-nous à présent sur l'Égypte. La stabilité sécuritaire est un enjeu vital pour ce pays. Celle des prix pourrait l'être tout autant. Dans une économie qui ne parvient pas à créer de l'emploi, les salaires stagnent quand l'inflation reste à un niveau très élevé, 11%. Autant dire que sur les marchés, l'ambiance n'est pas vraiment au rendez-vous en ce début de Ramadan. Anthony Lesme. Jour de marché à Alexandrie. En ce mois de Ramadan, le porte-monnaie est mis à rude épreuve. Surtout depuis que les prix alimentaires ont augmenté en Égypte. Le kilo de courgettes coûtait 13 cents. Il peut atteindre désormais les 1 $. Un kilo de tomates coûtait 8 cents et aujourd'hui c'est près de 80 cents. Tout a explosé dans le pays. Les prix sont très hauts et à la télévision, ils disent que les conditions sont meilleures et stables et que tout va bien. Les décideurs devraient regarder de près les prix et la situation des pauvres. Si par la force, la stabilité politique et une certaine sécurité sont revenues en Égypte, la reprise économique, plus 4,2% en 2014, n'a pas produit tous ses effets. Le chômage touche encore 40% des moins de 25 ans et la pauvreté n'a pas diminué, loin de là. Selon la Banque mondiale, plus d'un quart des Égyptiens vit toujours sous le seuil de pauvreté. L'inflation, toujours au-dessus des 10%, continue de plomber les revenus. Tous les prix augmentent alors que notre revenu réel diminue. Donc nous ne savons pas vraiment quoi faire. Nous avions l'espoir en Dieu et dans le président Sisi pour arranger les choses, mais maintenant personne ne surveille les prix sur les marchés et tout augmente. C'est particulièrement vrai pour le gaz, l'essence et le gasoil, dont les prix ont augmenté de plus de 78% depuis l'année dernière et l'arrêt des subventions sur les énergies. Des mesures impopulaires, mais menées d'une main de fer par le général Al-Sisi. Une autorité assez perceptible. On passe au Media Watch. Et la revue de presse qui s'intéresse aujourd'hui à la mesure de la richesse des pays. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Et bientôt de nouveaux indicateurs en France qui vont faire leur apparition. Effectivement, on a déjà le PIB, le produit intérieur brut, mais il est souvent critiqué pour son aspect assez restrictif. Le problème, c'est qu'il ne prend pas en compte beaucoup d'aspects qui sont pourtant essentiels en économie, comme par exemple le progrès, le volet social ou encore le volet environnemental, d'où la nécessité de développer des indicateurs supplémentaires. Et ce mercredi, le Conseil économique, social et environnemental doit faire 10 propositions à ses membres avant de les soumettre au président François Hollande. Et d'après le journal Le Figaro, eh bien, sur cette liste figure notamment l'indice de la satisfaction de la vie, plutôt classique, et celui plus original de la densité des oiseaux, qui permet donc de mesurer la qualité environnementale d'un pays en fonction du nombre d'oiseaux qu'il abrite. Il suffisait d'y penser. On parle aussi, Johanna, des fonds du Golfe qui misent de plus en plus sur le Grand Paris. C'est les Échos qui nous le disent. Oui, les promoteurs donc, du Grand Paris font ce qu'on appelle des roadshows, donc des tours dans différentes régions du monde afin de trouver des investisseurs pour contribuer au financement de leurs projets. Et parmi les plus intéressés, eh bien, on retrouve les fonds arabes des États du Golfe. Alors au début, ils ne voulaient investir que dans les infrastructures, notamment un nouveau réseau de métro évalué à 35 milliards d'euros. Pourquoi ? Parce qu'ils cherchaient en fait des placements sûrs, des placements à long terme. Sauf qu'au fur et à mesure, eh bien, les lignes du chantier du Grand Paris ont commencé à se préciser, ont commencé
commencé à se confirmer, ce qui a donné donc aux fonds arabes l'envie de diversifier leurs investissements. Et surtout, ils veulent évincer la concurrence chinoise pour éviter une bulle immobilière qui pourrait gonfler avec en fait l'afflux de capitaux asiatiques. Résultat, les États du Golfe se tournent de plus en plus vers des investissements moins spéculatifs, c'est-à-dire moins risqués, et ils vont vers des choses plus utiles au quotidien, comme par exemple des bâtiments, des logements, des bureaux ou encore des écoles ou des magasins. En tout cas, la tendance est nette. Et puis une étude américaine qui montre une fois de plus que les inégalités gagnent du terrain. Oui, on parle ici des inégalités entre les travailleurs. D'après ce rapport, les salaires des 350 dirigeants des plus grosses entreprises américaines a augmenté de 997% entre 1978 et 2014. Résultat, aujourd'hui, ils gagnent environ 300 fois plus que l'ouvrier moyen américain. Alors pour vous donner une petite idée de l'évolution, en 1960, c'était seulement 20 fois plus et en 1990, c'était 60 fois plus. C'est clair, il n'y a pas photo. Merci Johanna et à demain. À demain. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News avec notamment l'industrie des armes, sans oublier évidemment la Grèce. Restez avec nous, l'information continue.